Pourquoi et comment s'engage-t-on singulièrement sur le mode du contrat? Pourquoi certains ne respectent-ils pas leurs engagements quand une majorité semble s'y employer? Comment expliquer qu'un même événement puisse être compris par certains comme une violation des engagements contractuels, alors que d'autres voient précisément ici plutôt une opportunité? Enfin, en quoi les stratégies d'entreprise impactent-elles le contrat psychologique qui lie une organisation à ses membres? L'ouvrage Contrat psychologique et organisation propose précisément d'affronter directement l'ensemble de ces problématiques. Il est publié par Denise Rousseau, Pascal de Rosario, Rémi Jarda et Yvon Péqueux aux éditions Pearson. Yvon Péqueux, bonjour, vous êtes professeur au CNAM, je suis ravi de vous recevoir pour évoquer cet ouvrage important, Contrat psychologique et organisation. Le contrat, tout le monde pense savoir ce que c'est, cette dimension psychologique, c'est le cœur de votre propos. Voilà, le cœur du propos dans une société à idéologie contractuelle dominante est en fait que le contractualisme dominant ignore, fait une impasse sur la dimension psychologique pour survaloriser la dimension formelle et la dimension juridique du contrat. Et cet ouvrage est en fait une histoire, on pourrait dire, de l'évolution de la relation d'emploi au travers d'une lecture contractualiste, en se repérant d'une période d'origine, alors on va dire principalement entre les 30 Glorieuses, de 1945 à 1980 environ, qui se caractérise par un non-questionnement de la dimension contractuelle et contractualiste de la relation d'emploi, à une époque où aujourd'hui la relation d'emploi repose toujours sur une dimension contractuelle, mais dans laquelle, grande césure, la dimension transactionnelle du contrat s'est dissociée de la dimension relationnelle du contrat. Et la difficulté, et ce qui fait d'ailleurs tout l'intérêt de cet ouvrage, c'est que la dimension psychologique influe tout autant sur la dimension transactionnelle, bien sûr, que, bien sûr, sur la dimension relationnelle. Et cette dimension relationnelle, du fait de son enracinement psychologique, est soumise à l'influence d'un grand nombre de facteurs. Et donc cet ouvrage essaye de faire un recensement des différents facteurs qui vont influencer cette dimension psychologique du contrat. Et, quelque part, si on les classe de façon rapide, il y en aurait deux catégories. Il y aurait la catégorie d'artefacts, pour prendre un type de vocabulaire. Il y aurait la dimension d'artefacts d'un certain nombre de catégories qui viennent influencer le contrat. Je vous montre quelque chose et vous en avez une perception, mais évidemment, cette perception est liée à l'interaction entre ce que je montre et ce que je perçois. Et la deuxième dimension, c'est ce que je comprends de ce que je vis dans une relation qui, évidemment, se modifie dans le temps au fur et à mesure du vieillissement des interlocuteurs, du temps qui passe dans l'organisation, du vieillissement de la personne elle-même, et donc, évidemment, la notion d'attente, expectations, dirait Denise, parce que c'est une notion qui était particulièrement intéressante à travailler en traduction, puisque une traduction, c'est aussi une interprétation. Cette notion d'attente est particulièrement importante, à la fois sur la façon dont les attentes sont générées, artefacts et interactions avec différentes personnes, et différentes personnes dans leur rôle, comme représentatives, par exemple, bien sûr, de façon évidente, d'une direction des ressources humaines, et interactions liées tout simplement aux liaisons qui s'établissent entre les individus au sein d'une organisation et même en dehors de l'organisation. Comprendre les accords écrits et non écrits, vous avez sous-titré. Derrière le contrat, il y a cette idée de liberté. Il y a cette idée de liberté aussi à passer un contrat, à contractualiser. C'est ça un peu la grande évolution. Mais en même temps, le contrat vient justement limiter l'exercice de la liberté. Absolument. Et en amont de la liberté, il y a toutes les conceptions qui sous-tendent les éléments qui vont caractériser la conception que chacun d'entre nous a de la liberté. Alors j'évoquais en introduction la relation aux stratégies aussi des organisations, c'est-à-dire la manière dont cela peut
avoir une incidence sur, ce fameux contrat psychologique. Vous avez le sentiment qu'il y a eu des évolutions fortes dans ce domaine, une tendance voilà, en termes de contrat psychologique. Alors, quelque part, je vais immédiatement traduire la notion de stratégie dans la terminologie du contrat psychologique, ce qui sont les promesses. Oui. Et alors, si je le redis en reprenant cette fois-ci l'idée de stratégie, la formulation d'une stratégie, à la fois externe et interne, en particulier dans le processus de recrutement, suscite des promesses. Bien sûr. Et évidemment, la dimension non écrite du contrat joue un rôle extrêmement important comme soubassement de la dimension non écrite du contrat. Quelle est la promesse que j'ai pu comprendre dans tout le processus de recrutement, dans les documents que j'ai pu lire, dans les interactions qui ont été les miennes avec différents interlocuteurs, et qu'est-ce qui est en train de se passer quand cette perspective est mise à l'épreuve du temps. Et donc, quelque part, c'est peut-être moins la question de la stratégie que oui, bien sûr que c'est la question de la stratégie, si je vais lier stratégie et discours stratégique. Mais cette stratégie prend vie au travers d'un discours stratégique. Alors, discours, bien sûr, au sens le plus complet du terme, pas simplement la façon dont on en parle, mais également la façon dont on la met en œuvre. Et ce discours va profondément influencer les promesses qui elles-mêmes vont profondément construire la dimension formelle et informelle du contrat psychologique qui, de ce fait, va évoluer dans le temps. Le 8e chapitre porte pour titre « Un nouveau contrat social, point d'interrogation ». Vous me confiez juste avant cette interview que justement on est dans le contrat psychologique. Là. Alors, comment vous articulez tout ça? Alors, en même temps, je pourrais le dire en faisant une forme de jeu de mots sur le fait que Jean-Jacques et Denise ont le même patronyme, mais le contrat social chez Jean-Jacques Rousseau est profondément raciné dans une logique de philosophie politique. Bien sûr. Tandis que lorsque Denise va parler de contrat social, elle parle on pourrait dire, de l'insertion de la relation d'emploi dans la société. Donc, alors bien sûr qu'il y a une dimension politique, mais la dimension sociale est première. Quelque part, ce qu'elle discute, c'est l'évolution de la relation d'emploi entre ce qu'elle était et ce qu'elle devient, ou bien sûr cette dissociation entre la dimension transactionnelle et la dimension relationnelle du contrat induit des béances qui, évidemment, justifient le fait de devoir le comprendre, ce contrat psychologique, et lui donne cette dimension-là. À l'extrême, parce qu'il y a une question juridique qui se pose derrière. Là, on est dans des travaux de recherche en gestion qui pourraient aussi régénérer une certaine compréhension, certaines règles de droit, pourquoi pas. Il y a des enseignements à tirer de tels travaux. Je dirais d'abord, en tant qu'enseignant-chercheur, je dirais qu'il y a une évidence autour de cette notion d'une dimension juridique et d'un lien avec la recherche juridique qui fonctionne sur d'autres jeux sociaux et d'autres catégories que les nôtres. Il y a un lien évident avec, en France, le droit du travail, qui est particulièrement discuté, qui est en jeu de discussion politique et politicienne. Donc, en définitive, le contrat psychologique est une notion qui se situe au cœur de trois registres, celui du droit, celui des sciences politiques et celui des sciences de gestion. C'est ce qui fait tout son intérêt. Eh bien, écoutez, donc un intérêt et des travaux. Alors, c'est extrêmement à la fois pédagogique et simultanément vous brassez très large dans cet ouvrage. C'est ce qui fait précisément tout son intérêt. Donc, contrat psychologique et organisation, comprendre les accords écrits et non écrits, à lire absolument, un must-read, comme on dit aujourd'hui. Je pense, ça veut dire quelque part, si avec Denise nous avons décidé, et elle, accepté de traduire, c'est que premièrement, nous croyons au potentiel conceptuel et théorique de cet ouvrage. Et la deuxième chose, alors là, c'est peut-être un peu plus ironique de ma part. Donc, quelque part, il y a des théories fétiches qui dominent à un moment donné, même si elles ont été rédigées un certain nombre d'années avant. C'est le cas des théories contractuelles. Ce fut le cas de la théorie des parties prenantes. Des parties prenantes. Et quelque part, le contrat psychologique a vocation à, premièrement, sans doute aujourd'hui, prendre l'importance qu'a encore la théorie des parties prenantes, mais également de
je dirais, de porter un autre regard que celui de la théorie des parties prenantes, les deux se situant au sens large du terme, effectivement, dans ces perspectives contractualistes. Très bien. Yvon Péqueux, merci de votre venue et donc un ouvrage à lire absolument. Merci.